Merci. Je ne vous félicite pas. Vous êtes tous en retard. Je sais. Ce n'est pas votre faute. C'est pas votre faute. Vous avez un mot d'excuse générale. Je ne félicite pas le premier orateur, alors. Je le connais, donc tout à l'heure, je vais aller le trouver. Alors c'est marrant parce que j'arrive ce matin et puis on me cadre sur le timing, hein, monsieur, comme quoi il faut bien faire attention et tout. Poum, un quart d'heure dans la vie. Bienvenue sur ce premier salon de l'inclusion numérique à Charleroi. Ça fait 2 ans qu'on travaille en collaboration avec la ville, avec Madame de Gueltre, avec Monsieur Goffard. Et enfin, nous sommes là. J'y croyais plus trop. Et je pense qu'on a vraiment bien fait d'insister, en tout cas, quand je vois le nombre que vous êtes aujourd'hui. Vraiment, ça fait plaisir de se retrouver autour de cette thématique. Alors, on est là aujourd'hui pour participer, interagir autour de cette première table ronde. Vous voyez, on est là pour parler de comment identifier les personnes en fragilité numérique, comment aller à leur rencontre, parce que vous le savez sans doute déjà, et en tout cas les intervenants qui sont avec moi savent qu'ils viennent difficilement, en tout cas, à la rencontre des organisations, des structures qui sont dédiées, en tout cas, pour eux. Et alors, avec quel équipement? Ça, c'est peut-être une thématique qu'on va mettre un peu de côté, parce que quand on s'est vu en visio, c'était un peu compliqué, on n'aura pas le temps, tout ça. Alors, j'ai l'immense privilège de travailler avec des acteurs de terrain reconnus. Je vais commencer à droite par ces dames, Bibliothèque sans frontières. Je vais peut-être vous demander de vous présenter, voilà. Et présenter peut-être aussi Bibliothèque sans frontières en quelques mots. Allô, allô, ouais, ça fonctionne. Bonjour à tous, Justine Coxet, je suis donc programme manager au sein de Bibliothèques sans frontières, une ASBL qui est présente en Belgique depuis maintenant 5 ans et qui travaille sur la thématique de l'accès à l'éducation, l'information et la culture. Voilà, moi je m'appelle Stéphanie Kleinen, je travaille aussi chez Bibliothèques sans frontières comme responsable pédagogique et plus particulièrement sur les projets d'inclusion numérique aussi. Stéphanie, Justine, merci beaucoup. J'ai Pascal pour Média Animation à côté de moi. Oui, attends, on va... Oui, ben voilà, boum. Voilà. Pascal Van Denaven, c'est pas facile à dire. C'est inscrit là. Aussi, c'est inscrit là. Donc voilà, je travaille à Média Animation. Je pense que c'est quelque chose qui est assez connu puisqu'on a 50 ans d'existence cette année. Média Animation, c'est surtout de l'éducation aux médias et une agence de communication. Et moi, particulièrement, je gère un petit service qui fait de l'éducation aux médias et de la communication, y compris communication numérique, avec des personnes en situation de handicap, tous demandeurs d'emploi. Merci Pascal. Et bon anniversaire à Média Animation alors. J'ai vu que vous alliez fêter ça Merci. À Bruxelles bientôt. Oui, il y a un événement prévu en éducation aux médias le 22 septembre. Mais à Bruxelles. Oui, allez voir sur notre site. Ça vous intéressera sûrement. Alors, à ma gauche, lire et écrire, Monsieur Clemens. Madame Bertrand? Oui. Enchanté. Tout juste? Oui. Impeccable. Hein. Donc, on est venu en force. Presque. Eric Clemens, je suis directeur de Lire et écrire Charleroi-Sudeno. Lire et écrire, c'est une association, en tout cas Charleroi, qui fait partie d'un mouvement. Voilà, il y a plusieurs lire et écrire sur la sur la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà. Et notre objet est un objet pédagogique, donc de donner des formations à destination d'un public de personnes en difficulté de lecture, d'écriture et d'aptitude sociale et de calcul, mais aussi la défense des droits des personnes illettrées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je passe la parole à ma collègue. Bonjour. Pas trop bien. J'aime pas ces trucs-là. Voilà, donc, comme M. Clemens l'a dit, nous sommes la régionale de Charleroi du mouvement Lire et écrire. Nous donnons des formations d'alphabétisation à un public adulte en difficulté avec la lecture, l'écriture, les aptitudes sociales, le calcul. Ces formations se donnent aux alentours de Charleroi et sont gratuites. Que dire d'autre pour les formations? Voilà. Dans le cadre de ces formations que nous donnons, nous nous rendons compte que l'inclusion numérique ou l'exclusion numérique, ça dépend un peu de quel côté on se place, est
vraiment très compliqué pour ce public, vu que tout ce qui est site en ligne pour les administrations, les démarches administratives, c'est de l'écrit partout, et notre public n'a aucune affinité avec la culture écrite. Donc il y a vraiment, c'est même pas une barrière, c'est un mur qui se dresse devant eux à partir du moment où il faut manipuler l'outil informatique et les services en ligne. Merci beaucoup. Donc, lire et écrire, Bibliothèque sans frontières, média animation, et alors ma propre expérience. Je suis donc chargé de mission pour les espaces publics numériques de Wallonie. Alors, on va attaquer tout de suite le cœur du sujet. Avec les EPN, donc 167 EPN aujourd'hui répartis dans toute la Wallonie, on a très vite fait le constat, déjà depuis de nombreuses années, que les chiffres, vous avez entendu M. Goffard ce matin, hein, on a des chiffres assez impressionnants, hein, 40% de personnes qui ne sont pas à l'aise dans le contexte du numérique, mais on sait que dans ces 40%, on a tout un tas de profils et on a 7, 8, 10% de personnes vraiment complètement, ce qu'on appelle éloignées, mais complètement en vulnérabilité par rapport à ça, avec souvent des situations d'illettrisme derrière. Et la mission des espaces publics numériques a été depuis longtemps d'aller chercher ce public et d'essayer à l'époque, le discours, c'était de les mettre dans le train du numérique, parce que comme s'il y avait un train qu'il fallait absolument prendre avec toute la pression possible. Dieu, heureusement qu'on a changé tout ce discours. Et on s'est très vite heurté à la difficulté de trouver ce public, de pouvoir l'identifier. On s'est ensuite très vite rendu compte que c'est un public qui était en rupture de confiance, qui n'était pas spécialement confiant dans les organisations, même au niveau local, et qu'il fallait rassurer. Et voilà, il y a tout un tas de problématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Alors on va peut-être commencer avec Bibliothèque sans frontières et leur expérience. On reparlera de votre expérience d'ailleurs à Rive Gauche la semaine dernière. Comment vous avez accroché ce public, comment vous avez vu ce succès de plus de 300 personnes, c'était extraordinaire. Mais avant ça, comment vous faites aujourd'hui pour aller chercher ce public qui est en fragilité ? Quel est votre secret, votre ingrédient secret? Alors l'ingrédient secret, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que donc, au sein de Bibliothèque sans frontières, on déploie des activités qui sont, pour la vaste majorité, des activités de formation de formateurs. On a donc une approche qui consiste à aller voir les professionnels qui sont en première ligne de la fracture numérique et en contact direct avec les publics vulnérables pour les aider, eux, à faire face. Et bien souvent, on parle de professionnels qui ne sont pas du tout des spécialistes des technologies, qui n'ont pas été formés à l'accompagnement numérique et dont l'intitulé de poste, tout simplement, ne fait même pas écho à cette fonction-là. Je pense aux personnes qui travaillent notamment dans les CPAS, je pense aux bibliothécaires, je pense à des personnes qui travaillent aussi dans des ASBL. Et donc, effectivement, un profil de professionnel extrêmement large. Et cette logique donc, de formation de formateurs, d'accompagnement de ces professionnels, en fait, elle vient, je pense, de l'idée qu'il faut aller voir ces publics et il faut justement arriver à procéder à cette identification des difficultés numériques dans des lieux où le public vient déjà, dans le lieu où il est déjà présent et où il y a aussi déjà un lien de confiance, une écoute, un échange préexistant qui va permettre effectivement, peut-être en développant une certaine posture, un certain éveil au fait de détecter des difficultés numériques, et c'est ce qu'on propose via notre formation, d'aller vers un accompagnement de ces personnes-là. Quel genre de lieu, par exemple ? Je peux peut-être te laisser... Quel genre de lieu ? Alors, ce que Justine vient d'évoquer, c'est par exemple des lieux comme des CPAS, des bibliothèques, dans des lieux où les citoyens se rendent déjà et on profite d'un lien de confiance qui s'est créé. Tu utilisais le mot confiance tout à l'heure aussi. Il y a aussi la confiance en ses propres capacités, à un moment apprendre des compétences nouvelles et se débrouiller dans un univers qui fait un peu peur. Tous ces freins-là, on ne passe pas au-dessus juste parce que quelqu'un vous dit ça va aller et il faut le faire. Donc il y a cette question aussi d'un peu de temporalité, d'avoir le temps de créer le lien avec les gens pour les mettre en confiance. Une autre démarche qu'on essaye d'adopter depuis maintenant presque un an, c'est de voir si on ne peut pas travailler aussi avec des citoyens bénévoles qui, eux, sont dans cette frange relativement à l'aise par rapport au numérique et qui peuvent rentrer en contact
avec leurs proches, avec des personnes justement qui ne sont peut-être pas localisées dans des endroits précis, mais qui sont identifiées comme étant en difficulté. Donc on essaye en parallèle de la formation qu'on fait pour les professionnels de développer une formation plus courte pour que justement en tant que citoyen, voilà, vous pouvez rejoindre un programme de formation de bénévoles si ça vous intéresse, avoir quelques clés pour mieux accompagner des personnes au quotidien. Donc ça veut dire qu'on peut aussi faire cette démarche d'aller individuellement vers des gens. Et malgré tout, dans les deux cas, là où on se rend compte à la fin des formations qu'il y a encore un petit obstacle, c'est que ces personnes qui sont motivées pour aller donner un coup de main ne s'autorisent pas toujours à aller vers le public cible. Donc là, on n'a pas de, comme tu disais, on n'a pas de recette toute faite. On continue à réfléchir et à chercher. Et par exemple, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais l'action qu'on a eue au centre commercial il y a moins d'une semaine est une nouvelle piste. Une nouvelle direction, c'est ça. Voilà. On pourra y revenir plus tard. Merci beaucoup. Avant de demander à Médianimation, évidemment, je vais passer la parole à lire et écrire pour le public. Alors, j'imagine que bibliothèque, pour votre public, ça doit leur parler beaucoup moins. Et comment vous vous mettez en contact avec votre public ? Moi, j'ai le défaut d'être extrêmement bavard et passionné par mon sujet. Et donc je vais faire court et je vais surtout donner la parole à ma collègue qui elle, disons, va plus près sur le terrain. Voilà, moi, mon action est plus institutionnelle. Mais il y a quand même une chose que je voudrais dire, c'est que justement, nous développons des dispositifs d'alphabétisation orale. Donc là, ce sont des personnes qui sont totalement illettrées dans leur langue maternelle, qui n'est pas le français. Au sein de bibliothèques, là où se passent les tri. Et donc, je ne vais pas m'étendre sur le postulat pédagogique qui sous-tend cette action-là, mais on le fait ici sur le territoire, à Marchiennes-au-Pont, et on le fait à Farciennes, et on le fait depuis de nombreuses années, et ça a beaucoup intéressé les réseaux de bibliothèques français, par exemple. On est allé plusieurs fois donner des conférences en France sur le sujet. Donc détrompez-vous, vraiment, tout à fait. La chose que je voudrais juste dire avant de céder la parole à Ingrid, c'est que j'ai bien entendu un ensemble de freins et je me dis, ben oui, évidemment, ce sont des freins qu'on rencontre chez la personne qui est en position apprenante ou un apprenant en devenir. Chez nous, il faut ajouter à ça toute la distance qu'il y a sur la question linguistique. Et ça fait vraiment une différence qui est énorme. Et là, je me tais parce que je vais prendre 45 minutes et donc je passe la parole à Marie. Oui, donc nous, si on prend l'exemple d'une personne illettrée qui a une difficulté pour réaliser une opération informatique, où elle va laisser tomber parce qu'elle n'y arrive pas, ou elle va aller chercher de l'aide s'il y a une personne physique. Et si on tombe sur une personne compréhensive, empathique et qui va aider, ça se passe bien. Mais la plupart du temps, les employés n'ont pas beaucoup de temps pour réaliser les tâches et donc ils vont marquer mais tout est écrit là, vous n'avez qu'à suivre. Oui, mais la personne, si elle arrive à dire à un moment oui, mais moi je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. On a eu le cas d'une apprenante chez nous, on lui a dit qu'est-ce que vous foutez avec une carte de banque alors si vous ne savez pas lire et si vous ne savez pas écrire. Je n'invente pas, c'est réellement une apprenante qui a témoigné cette situation-là. Et je peux vous dire qu'au niveau de la confiance en soi, quand on vous répond ça devant le guichet de la poste alors que la poste est bondée, on prend son sac et on s'en va. Et donc, comme Madame le disait, il faut oser, mais pour ça, il faut avoir une certaine dose de confiance en soi. Et notre public est souvent confronté à un rejet de la population. Je ne dis pas que c'est une généralité, mais il est souvent confronté à un rejet. Et donc,
sans cette confiance en soi, sans cette confiance en l'outil informatique, parce que c'est vrai, on n'a vraiment pas confiance en ça, et sans la confiance en l'autorité représentée, que ce soit la banque, que ce soit la commune ou ci ou là, mais probablement qu'on ne va pas réaliser la démarche dont on a besoin. Et si on ne réalise pas la démarche dont on a besoin, ça peut être juste être à une borne pour demander un extrait de compte, ça peut être pour demander une composition de ménage. Pour un dossier important dans une autre démarche, on ne le fait pas. Et donc, la demande nécessaire qu'on devait faire pour un droit, on ne va pas la faire parce qu'on est découragé, parce qu'on est confronté vraiment à des échecs et qu'on se dit de toute façon ça ne vaut pas la peine, je ne vaux pas la peine et on arrête. Et là, au-delà de la difficulté avec le numérique, on arrive à une perte de droit. Et c'est là que c'est vraiment interpellant. Il y a une chose que je voudrais rajouter dans l'histoire, et je ne vais prendre que 30 secondes, c'est que quand on parle de relais avec les espaces publics numériques, donc là on parle vraiment de structures qui sont très clairement déterminées, mais il y a plein d'acteurs qui entrent en ligne de compte, et je pense singulièrement au plan de cohésion sociale, et je vois dans le fond de la salle un partenaire avec lequel de nombreuses années nous travaillons sur le plan de cohésion sociale pour essayer de réduire cette fracture numérique avec les personnes illettrées. Je tenais à lui rendre hommage. Voilà. Je voulais juste réagir à ce qu'on disait juste avant. Ah, merci. Par rapport à cette difficulté d'admettre, entre guillemets, qu'on est en difficulté. Je pense que pour aller chercher les gens, il faut peut-être aussi créer un contexte qui permet aux personnes d'exprimer plus facilement qu'elles sont en difficulté sans avoir une couche de honte à franchir avant. Et donc je crois qu'en fait, paradoxalement, discuter et faire connaître les pourcentages de personnes qui sont en difficulté, à un moment, ça permet de se dire « Ah, mais en fait, moi, je ne fais pas partie de 3% de débiles qui n'ont jamais pu toucher un ordinateur » et donc de passer au-delà de ça pour quand même aller demander de l'aide, se dire bah, « Finalement, je fais partie d'une grande proportion de la population et j'ai le droit d'être formée, j'ai le droit d'être accompagnée et de pouvoir se faire connaître en tant que personne qui a besoin d'un coup de main à un moment donné. » Et je crois que ce regard-là, pour éviter ce regard aussi condescendant de quelqu'un qui sait, qui viendrait aider quelqu'un qui ne sait pas, et je pense que, bah, par exemple, chez Lire Écrire, ça doit être quelque chose aussi de très présent, cette difficulté à admettre, reconnaître qu'on est analphabète ou en grande difficulté de lecture, par exemple. Donc je crois que le message que nous, en tant que population relativement à l'aise avec le numérique, le message que nous, on tient là-dessus est très important pour que les personnes puissent se manifester et se sentir à l'aise. Tout à fait, merci beaucoup. Ce que tu dis, Stéphanie, me fait penser à ma propre expérience de formateur. Je me rappelle quand j'étais avec des groupes PMTIC à l'époque, ou des groupes de seniors, qui n'étaient pas fiers. Il y avait vraiment un manque d'estime vraiment par rapport, qui était là par rapport à cette connaissance du numérique. Et ça remonte, hein, il y a 15 ans en plus, donc vous imaginez, c'était encore moins exposé qu'aujourd'hui. Et alors, on commençait par la gestion d'un webmail classique, et puis des recherches Google, et puis à un moment, après une première journée, je leur disais, ben voilà, vous êtes dedans, vous êtes inclus numériquement, vous savez faire. Et ils se regardaient tous en disant, mais non, mais si. Bon, maintenant, on va attaquer les choses sérieuses, mais voilà. Et il y avait une espèce de... on a fait la première démarche, et c'était vraiment un moment qui était émotionnellement fort et qui était très important, vraiment. Ça fait vraiment penser à ça. Pascal, Médianimation, comment il aborde ce public? Alors, tout d'abord, je vais réagir sur quelque chose. J'ai entendu admettre, et parfois notre public n'en est même pas là. Il n'en est pas à admettre qu'il a un souci avec le numérique, c'est-à-dire qu'il en est presque à ne pas savoir ce qu'est le numérique. Alors, enfin, bon, ils vivent avec nous, donc ils ont sans doute une télé, parfois un smartphone, pas toujours. Mais ils ne connaissent pas les possibilités que peuvent leur amener le numérique. Et donc, ils viennent souvent avec des demandes qui ne sont pas ce qu'on va pouvoir leur offrir. C'est-à-dire, soit ils veulent devenir secrétaires, et donc ils viennent chercher des cours de Word et d'Excel. Et on leur dit, ben non, écoutez, on va commencer par vous apprendre à utiliser votre smartphone, à transférer des documents, à être en lien avec les autres. Je prends toujours l'exemple on va commencer par peut-être pouvoir envoyer son certificat médical à un employeur le jour où on est malade, avec un mail d'accompagnement ou avec
dans un format acceptable, lisible, et ce sera déjà pas mal. Et puis après, vous verrez, peut-être pourrons-nous faire ce que vous nous demandez, et ça ne fera pas de vous des secrétaires. Je crois que... On a perdu ça. Vous m'entendez ou... Oui, on va parler très fort. On entend très mal. Venez ici. Vous êtes près de moi? Oui, on a plus de son. Vous êtes près de moi, s'il vous plaît? La régie. Ah, c'est reparti. Ça va? Merci la régie. Voilà, peut-être que je vais présenter un petit peu qui je suis à Média Animation. Mais vas-y Pascal, vas-y. Donc, je voudrais tout de suite dire que je ne parle pas vraiment au nom de Média Animation, mais surtout, j'ai un point de vue situé, qui est de gérer un petit service qui fait de l'inclusion numérique, de la communication, avec des personnes en situation de handicap. C'est ce que je maîtrise, et je ne parle pas au nom de tous mes collègues qui maîtrisent parfois d'autres aspects, parce que nous, justement, pour trouver ces publics-là, à Média Animation, nous diversifions les approches et nous diversifions les terrains. Voilà. Merci Pascal. Alors, Eric en parlait, Eric Clemens, l'autre Eric, la nécessité d'avoir des partenariats. Nous, on a très vite vu avec les EPN, nous, vous êtes dans la formation de formateurs, vous êtes en lien directement avec le public. On parlait des plans de cohésion sociale. Alors, c'est juste le chiffre, les 17 derniers EPN labellisés, il y en a 15 en PCS. Donc voilà, je pense qu'en ce qui nous concerne, c'est assez clair. Effectivement, dans les missions du PCS, dans les axes, dans les nouveaux axes autour de l'inclusion numérique, c'est vraiment un partenaire de premier ordre pour nous, dont la mission, évidemment, est justement de favoriser la cohésion sociale de tous à travers des événements, tout un tas d'actions. Et on adore quand un EPN vient se greffer à leur mission parce que c'est vraiment très riche. Le CPS aussi. Alors, le CPS, on a un peu plus de problèmes parce que voilà, c'est un peu plus rigide dans les missions. Mais on a les MIR aussi. Donc, on a les missions, les MIR. Voilà, on a les ALE, bon, parfois les maisons de l'emploi. Comment à lire écrire vont fonctionner, par exemple? Donc, on a parlé des PCS. Est-ce qu'il y a d'autres partenariats qui peuvent vous aider à être en connexion avec un public qui n'ose pas faire les premières démarches, par exemple? Ah ouais, c'est vrai que j'ai toujours tendance. Alors PCS, c'est plan de cohésion sociale. Alors, je ne sais pas si j'ai entendu quelqu'un qui pourra en parler mieux que moi. Non, je n'ai pas entendu. Si, vous voulez le dire? Oui. En 2 minutes. Monsieur là-bas. Oui, Jean-François et moi, on a déjà parlé pendant des heures ensemble, donc. Bonjour, Jean-François Devos. Donc, je suis responsable du PCS de Châtelet, donc le plan de cohésion sociale de Châtelet. Donc, le PCS, en fait, c'est un assez grand dispositif subventionné par la région wallonne et qui permet de favoriser l'accès à divers droits fondamentaux au niveau des citoyens. Et donc, on a des axes d'action divers. Ça va du logement à la santé, en passant par l'accès notamment au numérique, nouvelles technologies de l'information, dans le cadre de la participation citoyenne. Et donc, effectivement, même si comme on n'a pas un lien direct, nous, l'EPN de Châtelet est un EPN qui existait déjà auparavant, qui n'est pas lié au PCS, et on contribue aussi par diverses actions à favoriser l'accès au numérique, que ce soit via notre écrivain public ou par des actions, notamment aussi avec le Forum, où on se rend compte parfois que des gens ne maîtrisent pas du tout l'outil informatique, postulent pour des emplois, se rendent au Forum, et puis là-bas, on ne sait pas les accompagner convenablement, et on se retourne vers nous en disant, tiens, mais est-ce que vous pourriez faire le petit complément informatique que nous, on n'a pas la possibilité de donner, l'accompagnement qu'on ne donne pas. Et par exemple, c'est une action qu'on mène dans le PCS. Mais voilà, c'est pour donner un exemple précis et concret. Mais je voudrais encore juste dire une petite chose. Vous avez parlé de la confiance, et ça, c'est vraiment important. C'est dans le cadre notamment de l'ensemble de nos activités. Donc, on brasse beaucoup d'actions, beaucoup de choses. Et on se rend compte que le public qu'on amène vers les EPN ou vers des formations ou des informations relatives aux nouvelles technologies, c'est un public qui, tout d'abord, est inclus dans d'autres activités qui n'ont rien à voir et qui se rendent compte que finalement, ah oui, avec mon smartphone, est-ce que je peux faire quelque chose? Quelqu'un peut m'aider, notamment via l'écrivain public, je l'ai dit. Et donc, c'est vraiment cette confiance, parce que c'est à travers le lien que ces personnes ont avec les personnes qu'elles connaissent dans le cadre du dispositif qu'elles sont amenées à rejoindre l'EPN.
que j'ai dit qui était indépendant au niveau de Châtelet, ou d'autres activités. Donc c'est vraiment la confiance. Pour aller chercher ce public, on ne le trouve pas comme ça. Il est dans d'autres dispositifs, il est dans d'autres actions, et il a connaissance via, et notamment via d'autres choses, d'autres initiatives qui n'ont rien à voir. Il prend connaissance des possibilités des EPN et autres actions qui peuvent donner droit aux actions, à l'accès aux droits aux nouvelles technologies. Voilà, j'ai essayé d'être court et donner un petit exemple. Pardon. Merci à vous. Merci. Oui, je suis le maître du temps. Oui. Voilà, je rappelle ça à l'orateur. Merci beaucoup. Vas-y. Donc, en quoi se préoccupe-t-on du sujet? On se préoccupe du sujet sur un plan qui est quand même strictement politique, d'accord, et pratique pour l'apprenant qui est le bénéficiaire de notre action. Ok, mais avant tout, la personne qui s'adresse à lire et écrire, c'est quelqu'un qui a des difficultés vraiment très grosses, hein, donc de savoir linguistique, de savoir logico-mathématique, voilà. Et donc, des études sociales disent que ça représente 1 personne sur 10. Dans des anciens bassins industriels, on peut gager que c'est une proportion qui est encore beaucoup plus grosse. Alors, je vais vous dire, sur le bassin Hainaut-Sud, qui est le bassin territorial qui concerne lire et écrire Charleroi-Sud-Hainaut, il y a 485 000 personnes. D'accord? Et donc, si on prend la proportion, vous voyez le nombre de dizaines de milliers de personnes que ça représente. Alors, je peux vous dire que par rapport aux forces de formation en présence, on n'est pas suffisant. On n'est pas suffisant du tout. Et il y a, et ça je tiens à le dire aussi, tout ça c'est bien beau, mais il y a un illettrisme, il y a une reproduction de l'illettrisme, et ça c'est une chose c'est dans nos missions de le combattre. Et donc ce pourcentage, il va aller en grandissant, vraiment en grandissant. Et donc, je pense que chacun ses missions, d'accord, et avec une zone d'intersection qui est nécessaire. Nous aussi, on fait de la formation de formateurs, mais ciblée vers l'alphabétisation. Mais à un certain moment, c'est bien de se mettre en réseau, et comme on s'est mis en réseau avec Jean-François à un certain moment, voilà, et de faire des choses ensemble. Mais on doit vraiment, quand on a si peu de moyens par rapport à la problématique qui est devant nous, recentrer ses énergies. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une réaction de Bibliothèques sans frontières, non? Avant qu'on aborde un autre point. Non, pas spécialement. Peut-être juste une remarque. On était donc présent au centre commercial Rive Gauche il y a quelques jours avec une opération vraiment dédiée au grand public sur cette thématique du numérique et abordant toute une série de thématiques aussi bien le choix de mots de passe sécurisés, la réaction face à des situations de cyberharcèlement, des recherches en ligne, etc. etc. Et je fais ce lien parce que justement, pour faire écho à ce qui vient d'être dit, on a fait un certain nombre d'observations sur le terrain par rapport au public, par rapport aux éventuelles craintes, aux difficultés. Et une de celles qui nous a surprises, justement, c'est la question du rapport à la lecture. Et le fait que, aussi bien, je pense d'ailleurs même de façon plus prononcée chez des publics assez jeunes, et je ne parle pas d'enfants de 6 ou 7 ans, on est sur déjà des adolescents de 13, 14, 15, 16 ans, qui en fait, et ça on n'y était pas vraiment préparés, peinaient à lire en fait certains éléments très courts et très basiques des supports de formation. Donc effectivement, ça rejoint bien ce qui a été dit, et typiquement pour nous qui nous concentrons sur la thématique numérique, aussi vaste soit-elle, c'est déjà un gros challenge. En fait, on se rend compte qu'il y a quand même des biais ou des sortes de fractures qui viennent avant même cette problématique numérique. Typiquement, l'écrit en est une. Bien sûr, bien sûr. Ça renforce la difficulté de notre public par rapport aux difficultés déjà existantes du public en général. Et je voulais juste une minute dire tout ce qu'on a dit auparavant. Il ne faut pas oublier aussi comment la fracture numérique souvent est en lien avec une précarité socio-économique, mais pas que.
Et tout ce qu'on a évoqué ici tout à l'heure sont sur Châtelet, sur Charleroi, des choses comme ça. Mais nous, on est lire et écrire Charleroi Sud-Hainaut. Et je peux vous dire qu'en Sud-Hainaut, si vous habitez le fin fond de Momigny, pour trouver un EPN et pour avoir une connexion Internet, il y en a un. Voilà. Mais je veux dire, il y a beaucoup de zones blanches dans les zones rurales. Et souvent, les zones rurales, socio-économiquement, c'est pas toujours... Donc, on cumule, en fait, on a une précarité socio-économique et en plus on est en zone blanche, on n'a pas de connexion. Donc même si on est de bonne volonté, même si on a un peu de matos, si on est en zone blanche, c'est compliqué. Merci Ingrid. Pascal, un petit mot ? Donc vous disiez recentrer nos efforts parce que manque de moyens. Je comprends très très bien, mais pour moi, c'est pas vraiment la réalité que je vois. Je vois que nous avons vraiment besoin d'être en réseau pour arriver à travailler. Donc à la fois se concentrer sur ce qu'on a à faire, effectivement, mais nous, on voit énormément de gens qui justement ont des soucis de littératie, des soucis pour déchiffrer, des soucis pour analyser les contenus. Et je parle de contenu simple, le contenu d'un SMS. Et donc, à la limite, on fait du français parfois. Et je crois qu'on doit aller plus dans une politique de réseau qu'une politique de se recentrer. Le problème dans cette histoire, c'est que nous sommes financés, en tout cas pour ce qui est de lire et écrire, nous sommes 100% financés par de l'argent public. Donc, et on fait des missions de service public tout en n'étant pas un organisme d'intérêt public. Donc voilà, avec toute la précarité de l'ASBL non marchand. Bon. Et le problème, c'est qu'on est cloisonné. Oui. On est vraiment cloisonné dans nos financements, où parfois, quand il y a des financements qui nous obligent à nous décloisonner, j'ai envie de dire que c'est n'importe comment. Voilà. Et donc, tout le problème pour moi se pose là. Et c'est là qu'il faut des gestes politiques par rapport à des gens qui conduisent des associations pour que les lignes bougent et qu'on puisse en effet interagir et combler ces zones d'intersection qui sont nécessaires pour qu'on arrive à résoudre le problème. Voilà. Donc, Oui, merci. Vas-y Pascal, en deux mots. Donc pour revenir vers notre question de départ, je crois que c'est là le cœur du problème. C'est que c'est dans le réseau qu'on va pouvoir les joindre, c'est à travers le réseau qu'on va pouvoir les joindre et qu'on a besoin de moyens et qu'on a besoin qu'on nous laisse parfois les mains libres et qu'on soit plus souple pour tisser ces réseaux. Merci beaucoup. Alors, c'est passionnant, on commence seulement en plus à arriver au cœur du sujet. Et on le fait déjà signe, parce qu'il faut récupérer le retard des autres qui sont passés avant. On va passer la parole, je vais vous passer la parole pour voir si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit. On a fait finalement qu'aborder qu'une partie, très clairement. J'avais envie, on parlait entre nous, Eric, de la problématique du smartphone, de l'isolement aussi des personnes avec cet objet qui devient, vous savez, le premier terminal connecté à Internet dans les familles. Monsieur de la Challerie en a sûrement parlé en introduction. Ça pose tout un tas de soucis, en matière de lecture d'abord, et puis voilà, et puis de sites qui ne sont pas spécialement conçus pour, et donc ça resterait encore d'accès à plein de choses. Mais bon, voilà, je pense qu'on n'a pas trop le temps. Je vous passe la parole pour voir s'il y a des questions. Alors, je ne vous vois pas très bien parce qu'il y a les spots. Ah ben voilà, super. Bonjour. Je vous écoute. Puis, voilà, moi, je travaille dans un organisme de jeunesse qui s'appelle le CIEP, le Centre d'information pour les études et les professions. Ouais. Et le retard qu'on a eu avant, c'était très intéressant parce qu'ils mettent en avant que presque 50% des jeunes sont aussi en demande d'être formés au numérique et se sentent aussi dépassés. Et donc, c'est vrai qu'ici, donc, ma question est un peu, par rapport à vos publics spécifiques, est-ce que vous pensez prendre en compte aussi cette jeunesse que l'on pense connectée et compétente, mais qui, elle, ne se sent pas forcément. Parce qu'effectivement, nos jeunes aussi, quand ils seront majeurs, ils vont devoir faire des demandes en ligne de documents officiels, etc., etc. Mais est-ce que ces jeunes-là, si on ne fait pas attention à eux, ils ne vont pas grandir la fracture numérique dans quelques années? Très bonne question. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole, Pascal. J'ai un début de réponse, c'est que vous dites 50% des jeunes, c'est ça, sont en demande. C'est déjà très bien parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas.
Et c'est pour moi c'est le premier degré du savoir, je crois, de la connaissance en PNL. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est une phrase qui me revient souvent comme un mantra. Ils savent qu'ils ne le savent pas, et là, on a déjà gagné. S'ils sont en demande, on va pouvoir leur proposer quelque chose. Nous, on a souvent des jeunes qui sortent de l'école et qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. C'est encore plus compliqué. Nous, on déconstruit le mythe du digital native, qui a été véhiculé pendant 10 ans. Moi, j'ai assisté à des réunions où le politique, que je ne nommerai pas, disait « la fracture numérique, c'est un problème générationnel. Toutes les personnes à problème, petit à petit, vont disparaître. Et la jeunesse va arriver, ils sont nés dedans et tout ça. » Mais c'est incroyable d'avoir entendu ça. Aujourd'hui, on se rend compte que, évidemment, non seulement tout ce mythe de digital native, c'est fake total, c'est vraiment complètement à côté, mais qu'en plus, la problématique est énorme au niveau des jeunes. Et ils sont persuadés d'avoir... Le problème, c'est que tu dis... ils savent qu'ils ne savent pas. Et moi, parfois, je me dis un peu le contraire. C'est que comme ils sont sur Insta, Snapchat et tout, ils sont persuadés d'avoir des compétences. Et dès qu'ils arrivent aux premières compétences de l'emploi ou qu'ils ont des ennuis parce qu'il y a tout un tas des premiers accès aux droits et tout ça, ils tombent de très haut. Ils tombent de très haut. Donc voilà, nous on est très contents, c'est qu'on lance un appel à projet à destination des EPN la semaine prochaine. Et dans une des thématiques, il y en a une qui est consacrée aux adolescents. Voilà, justement pour déconstruire ça et les soutenir. Je ne sais pas si quelqu'un voulait intervenir. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Bon, moi, je travaille dans je suis informaticien et je me rends compte beaucoup, surtout au niveau des personnes âgées, qui n'y connaissent rien. Moi, je vais chez eux, j'ai des voisins, je les aide, je leur donne des petits trucs, ci et là. Mais il y en a beaucoup, que ce soit jeunes ou vieux, dès qu'il y a une formation, n'osent pas aller. J'ai pas envie de me montrer, dire ah ben je suis faible là-dedans, ah ben qu'on rire de moi. Plein de choses, tout ce que vous disiez, la lecture, les sites qui ne comprennent rien, ça je le vois aussi en expliquant. Je dis mais si tu lis correctement ton écran, tu vas savoir t'en sortir. Comme la banque, ici dernièrement, j'ai une amie, elle a téléphoné à sa banque. Ah mais madame, il faut aller dans l'application, il faut faire ça. Vous pouvez me réexpliquer en plus longtemps? Ah mais j'ai pas le temps, on a tellement d'appels. Ça commence à devenir... une personne âgée m'a dit, on crée des besoins. Le besoin numérique, on est en train de le créer. Et le jour, parce que bon, moi je travaille au chemin de fer, on s'est toujours dit, tout est informatisé. J'ai dit, le jour qu'on a une panne informatique, on fait quoi? Comment va-t-on faire? Je ne suis pas contre le numérique, mais on numérise tellement que les gens ils disent, moi j'en ai marre. Avant, on envoyait à la poste, c'était beaucoup mieux. Maintenant, je vais sur Internet. Je suis obligé d'aller imprimer. J'ai pas d'imprimante. Comment je fais? Il faut que je demande à mon voisin si je veux bien. Il va me dire, et mon oncle, tu vois combien le prix ça coûte maintenant les bacs cartouches? Il faut chaque fois qu'on demande à gauche, à droite. Il y en a qui n'ont pas de matériel informatique. Comment vont-ils faire? Oui, voilà, tout à fait. Ben oui, bien sûr. Alors, je ne suis absolument pas partisan du tout numérique non plus. Par contre, voilà, on ne va pas parler des banques, Seigneur, sinon on est parti pour... Oh là là, voilà, ça, surtout pas. C'est le truc à éviter aujourd'hui. Voilà. Par contre, s'il y a une panne informatique globale, je pense qu'on va tous relire Barjavel, donc ce sera marrant. Et on pourra de nouveau parler autour de ça. Mais c'est vrai que je ne suis pas partisan du tout numérique. Mais bon, voilà, effectivement, il y a l'informatique a envahi tous les canaux de notre vie à tout niveau. Alors, il y a des gens qui parlent de révolution. J'aime pas dire ça. C'est pas une révolution, mais il y a ce qu'on appelle une transition, une période de transition, comme c'est passé pour d'autres choses avant. Je pense que c'est compliqué d'aller à l'encontre de ça, et je pense qu'il faut résister. Il y a une forme de résistance. Et je vous entends très bien. C'est très bien de continuer à dire ça, d'être résistant et de ne pas tout accepter. Clairement, de maintenir la place de l'humain, et même, dont on en parlait tout à l'heure avec Eric, par rapport aux interfaces, tout ce qui nous est proposé, il faut s'indigner, il faut continuer à réagir, et dire, moi je ne me retrouve pas là-dedans. Pourquoi est-ce qu'il y a encore de l'anglais, alors que c'est adressé à tout le monde? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas. Oui. Vous disiez qu'il faut dire, c'est que chaque fois, comment je dis, il faut chaque fois aller sur Internet pour chercher des documents, alors que on pourrait quand même l'envoyer par la poste. On nous oblige à aller le chercher. Merci. Et la poste qui a un stand vous entend très bien. Donc, merci. Oui. Je me permets, avant de passer la parole à madame, donc essayez d'être court dans votre intervention. Oui, si je vous donne des questions, non, simplement parce que il y a beaucoup de... c'est très intéressant, il y a 4 personnes qui demandent. Voilà. Ah oui. C'est ça. Voilà. Soyons courts. Soyons concis. Pardon, excusez-moi.
Oui, bonjour. Je ne suis ni informaticien, ni dans des interventions en association. Mais la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est le lien avec ce qu'on a vu ce matin, ce qu'on a entendu, avec tous ces chiffres. En fait, si j'ai bien compris, on est toujours en fracture par rapport à quelqu'un d'autre, qu'il serait moins ou bien qu'il serait plus. Donc il y a une espèce de relativité impressionnante de ce phénomène qui en fait a été identifié avec des statistiques, mais les statistiques, on sait bien ce qu'il en est. Monsieur de la Charlerie a suffisamment indiqué que quand les gens s'expriment, c'est par rapport à leur sentiment de compétence et aussi le fait qu'on ne va pas s'auto-disqualifier devant un intervenant qui prend connaissance de votre opinion. Donc, fermons cette parenthèse. Mais enfin, cela étant, ce que j'entends ici m'interpelle parce que je vois que c'est à des associations finalement qu'il appartient, semble-t-il actuellement, de former la ligne de front dans la lutte contre la fracture numérique. Alors la question pour moi devient, mais où est la régulation globale, sociétale, éventuellement en région wallonne, je ne veux pas parler au niveau belge, mais qui s'occupe de la régulation globale, régionale de cette thématique? Moi, j'entends que le secteur associatif est très, très sollicité avec de très faibles moyens. J'entends le paradoxe par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, que finalement, le fait qu'il n'y ait pas de guichet physique par rapport à un service serait finalement l'incitant le plus efficace pour contraindre les personnes à passer dans le langage numérique. On est dans ce paradoxe. Comment est-ce qu'on sort de ces nœuds? Donc, je crois que c'est une des questions, et je ne vois pas comment on peut dépasser ça sans interroger à la fois le secteur public, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le secteur public lui-même, dans sa modernisation, elle se construit sur le fait de fermer des zones d'accessibilité physique, matérielle pour les usagers, de réduire son personnel et de se numériser également. Donc finalement, est-ce que le gagnant dans cette opération ne va pas être l'autorité qui se restructure pour poser moins dans un budget en termes de personnel, et finalement de sous-traiter tout cela vers des formulaires, quitte à ce que les associations garantissent que leur compréhension soit assurée. Merci monsieur pour ce témoignage. Alors c'est une question énorme, une vaste question, et on ne pourra pas y répondre maintenant comme ça. Vous ne le voyez pas, comme on pourrait faire, eh ben, nous non plus. Hein. Donc personne n'a la réponse aujourd'hui. Hein. En partie, en fait chacun a une réponse en partie. Sachez que, et je ne fais pas la propagande du monde politique, mais on a un ministre du numérique qui met en place toute une série d'actions. Il y a un plan d'inclusion numérique, je ne sais pas si monsieur de la Charlerie en a parlé. Il y a des initiatives locales soutenues par les communes, par les provinces. Il y a pas mal de choses qui sont en place. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une prise de conscience. Je pense qu'elle est intervenue depuis la crise sanitaire, et le confinement qui a vraiment jeté un gros effet loupe sur cette problématique. Bon, voilà, effectivement, il y a toute une énergie, il y a des moyens à mettre. Le monde de l'enseignement, aussi, pareil. Et alors, je n'ai pas le temps, mais il y a une culture du numérique aussi. Il faut arrêter de consommer, tout le temps consommer. Et il faut adopter une culture du numérique, connaître l'historique de la chose, pouvoir faire, s'indigner, dire ça je ne prends pas, ainsi de suite. Enfin bon, voilà, on n'a pas le temps. Je vais prendre une dernière intervention peut-être. Oh, j'ai 8 interventions, on n'aura pas le temps, Ah, Stéphanie, je vois pas. J'ai intérêt à dire quelque chose d'intéressant. Non, mais il y a une question qu'on se pose souvent, c'est de savoir si on n'est pas un peu assis entre deux chaises en tant qu'association, parce que quand on vient soutenir des publics qui sont en difficulté, quelque part, en les formant, on vient un peu renforcer ce discours de le numérique, c'est bien, ou il faut aller vers le numérique, puisque nous, on cherche à faire en sorte que les gens le maîtrisent. Donc, je pense que le discours, il doit venir aussi d'un peu plus de nuances de la part de toute cette frange plus à l'aise avec le numérique.
qui doit pouvoir assumer le fait que même si on est à l'aise, on peut ne pas être d'accord. Et donc c'est un discours qui n'est pas facile à tenir non plus parce que, comme on est une ASBL, nos subsides viennent aussi de structures. Voilà, on essaye de naviguer entre tout ça, mais je pense qu'il faut pouvoir assumer un discours plus nuancé et peut-être un petit peu plus clair aussi sur le fait qu'on est là pour aider. On pense que c'est nécessaire parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide, mais ce n'est pas pour autant qu'on justifie le contexte qui a généré ce besoin d'aide. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que malgré tout, en permettant à plus de citoyens de passer, alors ceux qui étaient là le matin, il y avait cette flèche, passer de la consommation à la production, si ça évoque quelque chose pour ceux qui étaient là le matin, de faire en sorte qu'on ait des citoyens moins consommateurs et un petit peu plus actifs, un petit peu plus critiques aussi. Ça va donner une masse un peu plus large de personnes qui remettent en question le tout au numérique. Donc tant qu'on est fragile, tant qu'on ne peut pas s'en sortir, même pas se connecter pour sa banque, on n'est pas dans un discours de militantisme. On essaye d'abord de s'en sortir avec les besoins de base. Donc à partir du moment où on aide plus de gens à sortir de ces besoins de base, on les rend aussi plus acteurs pour rejoindre cette frange de personnes qui viennent rappeler que le tout au numérique, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Voilà, ce n'est pas une réponse. Pascal, un petit mot vite. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et je voudrais quand même ajouter qu'en tant que travailleur social, je n'ai jamais vu mon métier comme une lutte. En tout cas, il y a longtemps que je ne le vois plus comme une lutte, mais comme un accompagnement, comme une pierre à l'édifice, comme vous voulez. Et donc, je n'ai pas du tout l'impression d'être la dernière maille du filet. J'ai l'impression de faire partie du système qui essaye d'inclure tout le monde. Merci beaucoup. La réaction suivante, monsieur. Une dernière petite remarque. Donc, avant fracture numérique, il y a d'abord lire et écrire. Il y a 40 ans, j'étais au service militaire, il y avait déjà 10% d'illettrés. Apparemment, 40 ans plus tard, il y en a toujours au moins 10%. Deuxième remarque, par contre, 40 ans avant mon service militaire, ma grand-mère, en sortant de primaire, savait lire et écrire sans faute, chercher l'erreur. Y a-t-il pas un problème au niveau de l'enseignement qu'après, vous tous, vous essayez de rattraper ? Tant qu'il n'y a pas la réduction à 0% de ceux qui ne savent pas lire et écrire, après, il y a les autres difficultés qui se mêlent. Mais le pourcentage des 10%, tant qu'on n'y est pas réduit, voilà, simplement constat. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a, Eric ou Ingrid, une réaction par rapport à ça ou pas. C'est un très juste constat et effectivement... moi, à titre personnel, je suis absolument d'accord avec vous qu'il y a un problème avec le système scolaire qui n'est plus du tout ou qui n'est pas du tout adapté, qui n'évolue pas dans le bon sens. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour faire le procès du système scolaire. Mais effectivement, votre phrase était jolie de dire qu'on rattrape un petit peu après. Et nous, on se plaît à dire qu'on répare les gens. Parce que bien souvent, quand ils arrivent chez lire et écrire, adultes, c'est parce qu'il y a eu à un moment un blocage au niveau du système scolaire. Merci beaucoup, Ingrid. Monsieur. Je voulais juste réagir à l'interpellation de monsieur par rapport au rôle des pouvoirs publics. Donc, avec ma collègue, on représente le service public de Wallonie. Le gouvernement wallon vient de créer une nouvelle direction qui s'occupe des relations usagers. Et donc, on est évidemment très attentif à cette fracture numérique, à la lisibilité des documents. Et donc, c'est une des spécialités de Sophie. Et donc, voilà, sur le multicanal aussi, éviter le tout au numérique. Et donc, c'est vraiment une préoccupation qu'on partage, évidemment. Merci en tout cas pour ce témoignage. Et ça revient à cette prise de conscience, peut-être tardive, mais en tout cas de tout un ensemble d'acteurs aujourd'hui par rapport à ça. Une autre réaction, dernière peut-être, là-bas au-dessus. Mélissa, sois gentil. Oh là. Ouais. Travaille dans un EPN à Colfontaine. Bonjour, Mélissa. Je connais Eric donc, par les EPN, puisque je suis animatrice EPN. Et également Stéphanie, chez qui j'ai pu trouver un espace public numérique. J'ai pu trouver de l'aide pendant le confinement auprès de Bibliothèques sans frontières qui nous a aidés à rester motivés et à se dire qu'on servait encore à quelque chose. Juste pour revenir sur la thématique principale qui m'intéressait moi aujourd'hui, c'était on est beaucoup sur le terrain, on sait qu'il y a des publics en difficulté un peu partout. Moi aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis animatrice dans mon espace public numérique
Et j'en reviens à partir à la rencontre du public avec un sac à dos, avec des dépliants, et à essayer de faire connaître ma possibilité d'aider les gens. Donc voilà, on a un gros souci sur le terrain, c'est que tout le monde est conscient qu'il y a un problème et j'entends beaucoup de personnes âgées, moins âgées, qui ont besoin d'aide. Nous, en tant qu'acteurs de terrain, on est énormément à pouvoir aider, peut-être même trop. On commence à se perdre un peu dans les missions de chacun. Mais voilà, le problème, c'est de faire rencontrer les uns et les autres. Et ici, c'est un gros souci sur le terrain. Voilà. Merci Mélissa. Et c'est vrai qu'on a relevé que... Donc un EPN, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un espace d'accompagnement pour le public pour toute la matière du numérique. Donc il fait des actions de sensibilisation, de la formation individuelle, de l'accès libre. Voilà, ce sont des espaces un peu partout en Wallonie. Il n'y en a pas partout, malheureusement. Il y en a 167, mais pas présents sur toutes les communes. Mélissa travaille sur celui de Conflontaine. Et alors on a remarqué, effectivement, c'est qu'il y a eu un sondage. Les gens ne savent pas que ça existe. Ils ne savent pas qu'un EPN existe. Ils ne connaissent pas les CISP, ils ne connaissent pas Bibliothèques sans frontières, peut-être Média Animation, ainsi de suite, les lieux. Et donc, il y a vraiment un besoin énorme de communication, hein, vraiment très large, en tout cas, pour faire connaître ces possibilités d'aide et d'accompagnement. Dernière question, je suis désolé. Merci. Désolé. Hein. Ah, Justine, vite. Je veux bien rebondir juste très rapidement, et ça fait écho aussi à ce qui a été dit devant. Je pense que la question de la rencontre du public et des modalités, des formats d'intervention est effectivement cruciale, notamment face à des publics, on dit le public, mais en réalité le public est incroyablement varié. C'est pour ça notamment que dans le cas de Bibliothèques sans frontières, au début on se projetait plutôt dans de l'organisation d'ateliers, enfin on accompagnait nos aidants numériques à se projeter dans l'organisation d'ateliers. De plus en plus on imagine plutôt des permanences, du porte-à-porte, des actions dans des lieux de passage du grand public comme c'était le cas ce week-end. Et je pense que cette diversité de modes d'action qui vient répondre à la diversité des publics, et notamment des gens qui peut-être ne sont pas encore conscients de leurs difficultés ou le sont, mais ne sont pas encore prêts à venir à une formation, il faut imaginer des façons d'aller les voir, et peut-être même d'aller les voir directement en frappant à leur porte. Merci Justine. À domicile, effectivement. Une dernière réaction? Donc, bonjour tout le monde, moi j'ai une question par rapport à cette inclusion numérique. Alors on parle beaucoup de formation et autres, mais où en sont par rapport aux moyens? Parce qu'il y a des personnes qui sont, entre guillemets, compétentes au niveau numérique, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Ou soit je peux être en zone blanche, être au milieu de mes vaches, et aussi avoir besoin. J'ai aussi un smartphone. Donc, bien sûr que ces initiatives sont très intéressantes, et elles doivent continuer. Mais qu'en est-il au niveau des moyens? Parce que dire que l'inclusion numérique, c'est forcément des capacités, non, si je n'ai pas les moyens... Je peux même être un bachelier ou un master en informatique. Où est cette inclusion? Donc cette question, pour moi, qui est très importante, par rapport à cette inclusion, qu'en est-il sur cette facilité, sur cette chance, entre guillemets, que tout le monde puisse participer, que ce soit la frange, jeune, moins jeune, diplômé, pas diplômé. Et j'aimerais, je ne sais pas parce que je tiens à m'excuser, je n'ai pas participé au début, mais j'aimerais bien qu'on puisse partager sur les moyens. Merci. Juste pour précision, quand vous dites moyens, vous pensez aux équipements physiques? Et notamment la connexion, ouais. Tout le monde sait ce que c'est qu'une zone blanche. Une zone blanche, c'est une zone du territoire wallon, enfin belge, mais wallon, où il n'y a pas moyen d'avoir Internet. Donc, voilà. Oui. Donc pas c'est de pas haut seulement débit, ça, en tout cas. mais c'est quand même important de savoir. Ils ne sont pas nombreuses, mais on parle de Momini notamment. Voilà, il y en a plus, il n'y en a pas dans la région de Charleroi, mais plus on va dans les Ardennes ou dans notre centre. Oui, mais ok. Alors, je vais peut-être commencer par répondre. Effectivement, avec les différentes réunions en tant que coordinateur et animateur du réseau des EPN, donc au niveau politique, donc avec Monsieur le ministre du numérique, Monsieur Boursu, actuellement, avec son équipe, la stratégie Digital Wallonia qui chapeaute un peu tout le secteur.
je le dis et je le redis parce que autant j'ai pu entendre des bêtises par le passé, autant il y a des choses intéressantes qui se passent maintenant. Il y a une vraie prise de conscience. Et je peux vous dire, ce sont des gens qui ne sont pas toujours faciles à connecter à la réalité. Hein. Donc, le fait que ce soit eux qui fassent la démarche pour venir nous trouver, donc on travaille depuis 4 ans sur justement cette connectivité, le problème du haut débit partout. Alors bon, vous le savez, c'est le privé évidemment qui est en lien. Qui dit privé dit notion de rentabilité. Hein. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il y a plein de dossiers qui mettent du temps, j'avoue. Donc il y a par exemple le tarif social pour Internet. Hein. Vous savez qu'Internet coûte très cher chez nous. Hein. Donc il y a vraiment des avancées politiques qui sont vraiment... parce que c'est transversal, ça doit passer par tous les cabinets, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc par rapport à ça, par rapport à la couverture et au débit, on estime aujourd'hui que tout le monde devrait avoir accès à minimum 10, 12, 15 mégas par seconde. Ça parle pour ceux à qui ça parle. On a fait une étude par rapport aux EPN. On a encore des espaces publics numériques, vous imaginez, qui accueillent du public, parfois 10, 12 personnes, hein, Pierre est là, Mélissa, il y en a d'autres, avec des connexions à 5 mégas. Donc vous imaginez que c'est un peu compliqué, hein, divisé par 10, je ne vous dis pas, hein, il ne faut pas commencer à regarder YouTube ou Dailymotion, n'importe quoi. Donc il y a une prise de conscience, il y a des avancées, vraiment, je peux en témoigner, hein, vraiment, sur les moyens. Alors le problème, c'est que voilà, les budgets qui sont derrière, parce que ça coûte cher, hein, l'équipement, l'humain qui est derrière. Il y a un plan d'inclusion, je ne sais pas si M. de la Chalerie en a parlé, il y a un plan d'inclusion numérique qui va sortir prochainement, on attend depuis 6-8 mois, avec tout un ensemble de mesures. Et la question, la réaction dont vous avez parlé, voilà, est vraiment clairement abordée là-dedans. Donc, mais je pense qu'il y a une présentation cet après-midi, non? Je l'ai vu dans le programme, je pense qu'il y aura une présentation. Donc là, je vous retrouverai une partie de vos réponses. On termine avec Eric. Je vous remercie déjà pour vos interventions, votre implication, votre écoute. Merci à vous et à tout de suite pendant cette journée. Oh, je ne voulais pas m'approprier, je dirais, celui qui parle en dernier et qui clôture le débat. Mais il y a quand même une notion que je voulais introduire, c'est que pourquoi cette évolution de société, hein? Alors que moi, je suis d'une génération qui a encore connu le téléphone en bakélite avec le disque en métal, hein, où on tournait. Okay, et franchement, la télévision avec un écran cathodique un peu rond et avec des antennes. Oui, et le service militaire, oui, mais bon. Donc, pourquoi? Et donc, alors, je le comprends, si c'est vraiment une amélioration par rapport aux citoyens, d'accord? Mais là, ce serait intelligent d'être un petit peu plus coordonné. Mais tu l'as dit à un certain moment, l'appel vient du privé. Et donc, on a parlé de banques hein, aussi, hein. On a parlé de services postaux qui sont devenus digitaux et donc très économiques à un certain moment quand ils ont été confrontés avec l'évolution hein, numérique. Voilà. Et puis, nous, on est là. Quelqu'un d'autre a dit, mais voilà, c'est le tissu associatif qui doit s'en emparer. Et le tissu associatif, mais c'est financé par de l'argent public. Et voilà. Et je trouve qu'on est encore dans une dynamique qui est assez perverse pour répondre en partie, je dirais, à des intérêts privés dans lesquels on va injecter énormément de moyens collectifs en créant, je dirais, ces espèces de besoins qui peuvent être une opportunité hein, pour davantage apprendre à lire et à écrire aux gens. Mais tout est comme ça aujourd'hui. Dans la problématique énergétique qu'on vit pour le moment, c'est comme ça aussi. Donc, à un moment, moi, la question que je me pose, et on pourrait en rester là, c'est est-ce qu'on aura encore les moyens de nos ambitions par rapport à ces personnes qui restent sur le carreau avec l'évolution des choses dans un terme qui est assez court? Ça, c'est vraiment la question que je me pose. Voilà. Merci Eric. On va rester sur cette question en suspens. J'aurais aimé réagir d'ailleurs par rapport à ça, l'histoire d'Internet, comment Internet s'est mis en place d'ailleurs hein, dans un souci collaboratif hein, à la base, hein, les universités, tout ça. Enfin bref, on aura l'occasion de parler. Je vous remercie pour votre attention, pour votre réactivité, pour votre implication. Je vous souhaite une très bonne journée. Non.
Merci.